Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo tier list dont je vous avais parlé la semaine dernière et on va plus particulièrement s'attaquer au classement donc des tropes de l'imaginaire et plus particulièrement de la fantasy. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo sur les tropes de la fantasy parce que j'en lis beaucoup déjà généralement et encore plus depuis ce début d'année. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont récurrentes en fantasy que j'aime bien ou qui m'agacent et j'avais envie de faire une vidéo là-dessus mais je savais pas trop comment m'y prendre. Il y a plein de tags sur les tropes qui ont circulé ces dernières années mais j'y trouvais pas vraiment mon bonheur. Et puis j'ai vu une vidéo sur la chaîne de... Ah, je confonds tout le temps. Il y a deux booktubeuses qui ont un pseudo avec Book et Léo dedans. Attendez, je ne veux pas me tromper. Voilà, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de The Book Leo, c'est une booktubeuse néerlandaise. Et elle a sorti exactement cette vidéo en fait, elle a fait une tier list sur les tropes dans la littérature en général. Et je me suis dit, trop bonne idée. J'avais adoré faire une petite tier list l'année dernière, on avait fait les premières phrases en roman de SFFF, c'était trop marrant et je me suis dit que j'allais donc lui piquer son concept. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle si ça vous tente. Moi pour le coup je suis vraiment restée dans ce côté imaginaire et fantasy, donc on va pas trop parler de tropes de romance par exemple, et on va donc classer tout ça ensemble. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire quelles sont ces tropes que vous adorez ou que vous n'aimez pas du tout. N'hésitez pas aussi à me recommander des bouquins dans lesquels on retrouve des tropes en particulier, genre ceux qui me plaisent s'il vous plaît. Et puis on peut peut-être commencer aussi par expliquer ce qu'est un trope parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Moi j'ai appris ça, j'étais en master alors que ça faisait déjà des années que je lisais de l'imaginaire. Eh bien le dictionnaire Cambridge nous dit, et je vous fais la traduction parce que c'est écrit en anglais. En fait si vous cherchez des définitions de tropes en français, on a ce mot mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc trope, le mot anglais, en fait c'est une idée, un concept ou une image qui est très souvent utilisée, qui est récurrente, soit dans l'œuvre d'un artiste en particulier, soit dans tout un genre d'œuvre. Et ils nous mettent un exemple très simple, ils nous disent que voilà, les androïdes c'est par exemple un trope de la science-fiction. Je bégaye de ouf. D'ailleurs il n'y aura pas trop de tropes de la science-fiction aujourd'hui parce que je ne me voyais pas, je sais pas, je me sens pas encore assez spécialiste sur le sujet, vous voyez. Bref, sans plus tarder, allumons cette caméra là d'ordinateur. J'espère que vous n'allez pas trop entendre mon PC qui ronfle comme un réacteur d'avion. C'est moi donc qui ai fait ce petit template, hein, vous verrez là en bas, template by paper. On est toujours sur tierlist.com, c'est le site de tierlist qui ne requiert pas que tu donnes un rein pour pouvoir l'utiliser. Et comme vous le voyez, j'ai vraiment fait les tropes les plus récurrents, les plus archétypaux de la fantasy. Donc bien sûr c'est pas une liste exhaustive, bien sûr aussi les petits bouquins que je vous mettrai en illustration dans lesquels on peut retrouver ces tropes ne sont pas non plus une liste exhaustive. J'ai pris vraiment les trucs les plus bateaux, les plus connus pour un petit peu illustrer mon propos. Et d'ailleurs n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice, voilà, comme je vous le disais, et à nous recommander des bouquins. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc commençons tout de suite. On a comme d'habitude les catégories. Alors moi je suis toujours perturbée parce que dans nos constructions, le rouge c'est quand même généralement négatif et le vert positif, mais ici c'est inversé. Donc en haut on a le meilleur du meilleur, the best ever. Ensuite on a trop fan, c'est des trucs que j'adore mais je suis pas non plus genre... je ne mourrai pas pour ce trope non plus, quoi, genre faut pas abuser. Ensuite il y a du potentiel, ça dépend comment c'est fait, ça peut être cool comme ça peut être un peu nul je pense. Pas ouf, voilà, ça parle de soi-même. Et puis ça dégage vraiment les tropes que je ne veux plus lire. Je sais pas s'il va y en avoir beaucoup en vrai parce que je suis plutôt bon public. Et souvent je trouve que ça dépend de l'exécution. Mais voilà mon petit template. Et d'ailleurs on commence avec un des tropes quand même les plus clichés qui soient, c'est-à-dire la figure de l'élu. C'est souvent des garçons d'ailleurs. J'avoue que moi il y a énormément de choses que j'ai lues
dans lesquels on retrouve un ou une élue. Et c'est souvent des sagas que j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que en 2022 j'ai encore envie de voir ça? Enfin, lire en 2022 des trucs qui ont été écrits il y a des années où il y a un ou une élue, ça passe encore. Mais je trouve que de nos jours, on a quand même envie de mieux et d'un petit peu plus approfondi que ça. Je vais dire que l'élu, il y a du potentiel ou c'est pas ouf? Ok, on va dire que en 2022, écrire un livre sur ce principe d'un ou d'une élue, c'est pas ouf. On veut mieux que ça. J'avoue qu'aujourd'hui, je préfère lire des histoires sur des gens plutôt lambda qui, par leur force de persévérance, je sais pas, qui, grâce à leur entourage, font front et se battent, mais ce truc de non, I'm too special, I'm not like the other ones, no thanks. Et d'ailleurs, on a en tout dernier la prophétie, mais on peut s'y attaquer maintenant puisque ça va souvent ensemble. La prophétie, je trouve que c'est un truc qui a quand même plus de potentiel que l'élu. Et je pense que ça peut très bien passer dans des romans contemporains. Donc je vais dire, je suis pas non plus hyper fan des prophéties, mais il y a du potentiel. C'est un truc, si c'est très bien fait, ça peut être vraiment très cool. Si c'est un petit peu bateau vu et revu, ça va être nul. Ensuite on a quelque chose d'un petit peu tricky, si je puis dire. Le Friends to Lovers. Je suis très mitigée sur le Friends to Lovers, je trouve. En fait, il y a deux types de Friends to Lovers. Ça me saoule de mettre l'accent. Friends to Lovers. J'aime beaucoup les Friends to Lovers où on sent que dès le début, il y a une petite attirance, il y a peut-être une petite ambiguïté, mais pour l'instant, ils n'ont pas osé franchir le cap. Et ensuite, quand ils se mettent en couple, je me dis ça va, parce que tu l'attendais depuis le début en fait. Par exemple, dans Six of Crows, il y a du Friends to Lovers, mais je mourrais pour cette relation. Vous savez de quoi je parle si vous avez lu Six of Crows. Et à l'inverse, il y a des Friends to Lovers où vraiment genre les gens ils sont besta depuis leur enfance, et quand ils se mettent à sortir ensemble, je suis en mode vous êtes comme des frères et sœurs dans mon cœur. Donc je sais pas. J'ai envie de dire qu'il y a du potentiel. Et ça dépend vraiment de comment c'est fait et de comment est la relation à la base. Genre par exemple, moi, Ron et Hermione... Ah, je suis désolée, mais non. Pour rester dans le même thème, nous avons le enemies ou rivals, les ennemis, les rivaux, qui deviennent amis ou amoureux. Enemies to friends, rivals to lovers, etc. J'ai tout mis dans la même catégorie parce que c'est un peu pareil. J'adore. J'adore quand les gens ne peuvent pas se piffrer à la base, souvent pour des mauvaises raisons, souvent soit parce qu'ils se comprennent pas, ou parce qu'ils ont des buts très différents et que chacun est enfermé dans son petit truc en mode non moi je veux ça, non moi je veux ça. Et finalement ils arrivent à trouver un terrain d'entente et à se rendre compte que ah, peut-être que cette personne n'est pas si con que je le pensais. J'adore, j'adore. Franchement je trouve que dans la vie c'est assez rare. Genre moi ça m'est rarement arrivé je pense de vraiment pas aimer quelqu'un et puis de devenir best friends ou limite de sortir ensemble, mais dans les bouquins j'adore ça. Faut vraiment que ce soit bien fait par contre, mais souvent ah ça met du piment là, j'adore. Ensuite nous avons ce trope du personnage amnésique, et d'ailleurs ça me fait penser qu'on a un autre trope qui est un petit peu pareil. Il est où? Voilà, le narrateur non fiable, the unreliable narrator. Je fais trop le genre. J'ai envie de les mettre à côté parce que pour moi, le personnage amnésique va rentrer dans le narrateur non fiable. Et donc je vais commencer par ça. Le narrateur non fiable, c'est un truc, potentiellement ça va me faire péter un câble. Par exemple, quand les narrateurs ne sont pas fiables parce qu'ils ont des problèmes soit d'alcool, de drogue, de médicaments. Je déteste ça, je trouve que c'est la facilité, mais genre un truc de ouf. J'ai lu La fille du train il y a quelques années, donc ça fait bien 5 ou 6 ans. J'avais rigolé tellement le personnage principal, genre c'est pas possible. Ensuite j'ai regardé le film sur Netflix, c'était il y a pas si longtemps que ça, La femme à la fenêtre, The Woman in the Window je crois.
Pour vous dire, j'ai cru que c'était la même autrice, parce que The Woman in the Window c'est aussi un livre. J'ai cru que c'était la même autrice qui avait fait les deux, et c'est les mêmes histoires. Sauf que dans La fille du train, la nana c'est une alcoolique, et dans The Woman in the Window c'est... elle est agoraphobe je crois. Bref, elle est en dépression et elle prend des médicaments. J'aime pas trop les narrateurs non fiables. Et en même temps, parfois j'aime bien quand c'est par exemple du fantastique et que la personne voit des choses, je sais pas moi, des esprits ou des trucs, je sais pas si c'est là, si c'est pas là, style L'Indésirable de Sarah Waters. Enfin, je sais pas si c'était le narrateur, mais on avait des personnages en tout cas qui disaient des trucs, qui pensaient voir ou vivre des choses et on savait pas si c'était vrai. Et ça j'ai adoré. Je suis mitigée, je trouve que c'est quand même pas ouf généralement. Ah mais en même temps il y a du potentiel. On va le mettre à la toute fin de il y a du potentiel peut-être. Ouais. Et du coup on a le personnage amnésique qui fait partie de ces narrateurs non fiables. J'ai assez peu lu de bouquins avec des personnages amnésiques il me semble. Mais j'avoue que dans ce trope de narrateur non fiable, c'est quand même un de ceux qui fonctionne le mieux et un de ceux qui rajoute le plus de mystère et de piment. Et même si parfois, pareil, ça peut paraître un peu facile, je me dis qu'au moins il y a une vraie histoire derrière. Si la personne est amnésique, c'est vraiment il s'est passé un truc de ouf. Alors que la meuf elle passe sa vie à boire de l'alcool. Bon, je sais que l'alcoolisme c'est une vraie maladie, bien sûr il n'est pas question de ça, mais c'est tellement mal fait dans les livres, en vrai c'est pas possible. Donc le personnage amnésique, moi j'ai envie de dire que c'est pas mal, c'est en tout cas mieux que le Friends to Lovers. Ouais. On a ce trope qui est assez récurrent, plutôt dans le fantastique là pour le coup, des enfants livrés à eux-mêmes. Et franchement, je suis trop fan des enfants livrés à eux-mêmes. J'ai lu Autre Monde il y a des années. C'est un univers fantastique dans lequel les adultes disparaissent du jour au lendemain. Et on a des enfants et des ados qui doivent survivre et qui parcourent le pays, voire même limite le continent des continents pour s'en sortir. Et j'aime trop quand il n'y a pas d'adultes. Quelque chose d'extrêmement récurrent aussi en fantasy, la bonne vieille fantasy pure et dure, on a la figure du mentor. Encore une fois, souvent un homme, mais parfois des femmes. Par exemple, Moiraine dans La Roue du Temps, je l'inclurai dans cette figure de mentor et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il n'y a pas à dire, je pense que personne ne peut dire qu'elle n'aime pas la figure du mentor, non? C'est trop bien. C'est joli parce qu'on dirait que ça fait vraiment genre une forêt, on voit presque pas les cuts. C'est vrai que j'aime trop ces personnages qui ont roulé leur boss, qui en savent plus long que la plupart des autres personnages et qui sont là pour guider, pour aider, pour lead the way. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le groupe d'aventuriers qui va très souvent avec la quête. La quête en mode voyage, en mode on se déplace dans tout un pays, voire tout un continent. Je vais faire les deux en même temps parce que pour moi c'est vraiment très lié. Je suis pas très originale, mais c'est le truc qui me fait le plus kiffer en fantasy quand il y a plein de personnages et que tout le monde tend vers un but commun et qu'il faut aller d'un point A à un point B en passant par là et qu'il y a plein de péripéties et qu'on rencontre des gens en chemin ou qu'on se sépare parce qu'il nous est arrivé des trucs. Oh, mais j'aime tellement. Ça pour moi c'est la base des grandes sagas de fantasy qui datent pas d'hier, du style Le Seigneur des Anneaux, Bilbo même si c'est pas une saga, La Roue du Temps. Je pense même pas avoir déjà lu un bouquin de fantasy avec ces tropes là que j'ai pas aimé. Je pense que c'est vraiment le truc le plus bateau mais j'adore. Et après on a la bataille épique qui souvent aussi se retrouve dans le même type d'œuvre. La bataille épique, qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça, je vais mettre dans trop fan, juste après la figure du mentor parce que bien sûr c'est génial, bien sûr c'est même nécessaire je trouve à tout bon roman de fantasy qui se respecte parce que il y a toujours des enjeux. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours les gentils, les méchants et à la fin on veut que ça pète.
Mais je ne mets pas dans The Best Ever parce que, je vais vous faire une confidence, je suis souvent perdue pendant les scènes de bataille. Même quand c'est du combat entre deux personnes, genre au corps à corps, souvent je suis genre je comprends rien. Les auteurs sont genre trop forts pour décrire exactement les moindres faits et gestes et les mouvements de leurs personnages, mais la plupart du temps j'arrive pas du tout à me représenter à quoi ça peut ressembler. Et c'est vrai que les scènes de bataille, j'aime bien, hein, mais je suis genre waouh, on dirait genre c'est un fouillis pour moi dans mon cerveau. D'ailleurs je suis désolée, vous entendez ma table n'arrête pas de grincer. J'espère que vous l'entendez pas trop. Ensuite, on a ce trope qui s'appelle en anglais The Heist et qu'on peut traduire en français par un cambriolage, tout simplement. Pareil, c'est un truc qui se retrouve dans Six of Crows. Dans quoi d'autre, dans des films. C'est les trucs à la Ocean's Eleven. Bon, il n'y a aucune dimension imaginaire, mais vous voyez le genre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce trope. Pareil, c'est encore un concept qui va en général impliquer plusieurs personnages. Souvent chacun va avoir son petit talent, son petit truc en plus dans l'équipe et tout le monde s'organise pour faire le truc parfait. C'est vrai que quand c'est bien fait, je trouve, le cambriolage, tu te dis comment les auteuristes peuvent penser à ça. Moi je me souviens que genre le deuxième tome de Six of Crows, c'est... Je suis trop fan, je vais mettre ça... Je vais mettre ça là, tiens. Ce qui vient après, c'est l'école de magie. Et pareil, je vais aller chercher tout de suite le système de magie. Mais là, je pense qu'il n'y a pas plus bête et méchant. On dirait une vieille prof. Le système de magie, c'est the best, bien sûr, on adore. Moi, je vais le mettre là. Oui, bon, c'est pas grave. Ceux-là, là en haut, je les classe pas. C'est vraiment, pour moi, si on a des bons personnages, une bonne quête, donc une bonne intrigue et un bon système de magie, déjà on part sur un roman qui va être très bien réussi. Je vous fais pas le topo hein, parce que je pense qu'il y a de la magie dans à peu près tous les livres de fantasy ou de fantastique, ou presque. Et je pense que tout le monde adore ça, sinon il faut pas lire ce genre quoi. Et du coup ensuite on a l'école de magie. Pareil, ça c'est un truc mais j'aime trop quand les personnages vont à l'école, souvent ça veut dire qu'ils sont jeunes. Oh, c'est the best ou c'est trop fan? Je ne sais pas, c'est trop fan je pense. En tout premier, ouais, c'est bien. Et après, pareil, un petit peu similaire, on a le setting un peu université, internat, pas forcément magique, mais quand même souvent avec une dimension fantastique. Là, je pense par exemple à La 9e maison de Leigh Bardugo ou bien Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. En vrai, ça pourrait... Enfin, c'est... Je mets là, parce que université internat, ça comprend aussi école de magie. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le trope de l'anti-héros, c'est-à-dire ces personnages qui ne sont pas extrêmement recommandables et qui pourtant, ils nous font kiffer. J'adore les anti-héros. Encore une fois, il faut que ce soit très bien fait. Ça peut vite être un peu cliché. Je dirais qu'il faut faire gaffe. Et je vais mettre... Il y a du potentiel. Le triangle amoureux. Franchement, le triangle amoureux, est-ce qu'on n'en a pas un peu soupé? J'ai envie de dire que ça dégage. Je suis un petit peu dure parce qu'en vrai, on peut faire des triangles amoureux un petit peu mieux que Hunger Games par exemple. Non, je sais pas, on est en 2022, lisez Becky Chambers si vous voulez voir des gens qui s'aiment à plusieurs et qui ont des relations très saines et pas des vieux triangles amoureux tout pétés là qui font pitié. Ouais, c'est un peu méchant mais le triangle amoureux tel qu'on le connaît, hein, en mode bien cliché, ça dégage. Ensuite, j'ai envie de faire passer ça d'abord. Je crois que j'avais vu, c'était vraiment écrit comme ça dans la vidéo tier list de The Book Leo, c'est The Good Gone Bad. C'est ce personnage qui était bon et qui a connu une petite descente aux enfers et qui est peut-être allé un petit peu trop loin dans ses actions, qui est peut-être un petit peu moins gentil qu'au début, voire carrément diabolique. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais mettre ça dans trop fan aussi. Oh. Voilà. Ou presque the best.
Ah, c'est dur. Je trouve ça trop bien et en même temps horrible de voir un personnage que tu adores peut-être faire les mauvais choix, peut-être aller beaucoup trop loin dans ses actions et faire du mal aux autres et se faire du mal à soi. C'est quelque chose qu'on voit dans American War, dans Marella Cad, un petit peu dans Les Hauts du Relevant par exemple d'Emily Brontë, dans Le Trône de Fer. C'est tellement bien. Dans une moindre mesure aussi, on peut parler du personnage principal des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, qui est quelqu'un de bien, mais qui fait des choses un petit peu, un peu dures et un petit peu répréhensibles, mais pour survivre, j'ai presque envie de le mettre là. Attends, putain, c'est trop chiant. Voilà. Et à l'inverse, on a l'arc de rédemption que j'adore aussi. J'ai envie de le mettre là également. On a par exemple Dalinar dans La Voix des Rois qui, dans son passé, a été vraiment peu recommandable. Hein. C'était un général de guerre guidé par la cupidité, la violence, le sang, la soif de sang. Vraiment pas ouf, vraiment pas le genre de mec que t'as envie de rencontrer dans la rue. Et quand La Voix des Rois commence, c'est hyper bien fait en plus parce que cette période de sa vie est déjà derrière lui, mais on en entend beaucoup parler dans la narration. On voit vraiment ce changement qui s'est opéré en lui et cette volonté de mieux faire. En fait, je trouve que tout ce qui montre que rien n'est figé dans la vie, que tout peut changer, que personne n'est ni foncièrement bon ni foncièrement mauvais, que c'est vraiment un équilibre et que parfois ça penche plus d'un côté que d'un autre. Je trouve que c'est du génie. Ensuite, on a un trope qui est très utilisé, mais qui relève plus peut-être du fantastique ou de l'horreur, et on a le manoir gothique. Mais j'aime tellement le manoir gothique en tant que setting récurrent. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté Galante il n'y a pas très longtemps, dont je dois vous reparler. Le manoir gothique, pareil, c'est the best ever, je vais même le mettre là entre les deux. Certains de mes livres préférés se passent dans un manoir gothique. La plupart des romans de Daphné du Maurier que j'ai lus, on a Jane Eyre, je vous parlais de L'Indésirable de Sarah Waters que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, qui se passe aussi dans un manoir. Lock and Key, il y en a vraiment beaucoup à citer. Et je trouve que ça fonctionne toujours. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Après, bien sûr, pour faire un bon livre, il faut un tout, mais j'adore ce petit concept du manoir gothique. Et enfin, on termine avec quelque chose de bien cliché aussi, notamment en fantasy, le mal ultime. Tu sais, le mal de... tu sais pas d'où il vient, genre le ténébreux de La Roue du Temps. Peut-être qu'on aura des explications plus tard dans la saga, mais moi j'en suis au tome 6, et là où j'en suis, pour moi le ténébreux c'est juste un méchant qui va être méchant. Encore une fois, un peu comme pour l'élu et les prophéties et tout, j'ai lu pas mal de sagas, de fantasy, encore une fois qui datent un petit peu, où on a ce concept de mal ultime. Genre le méchant c'est même pas un être humain, c'est juste une créature diabolique et malveillante, et tu ne sais pas pourquoi il fait ça, souvent des hommes encore une fois. Tu sais pas pourquoi il est méchant, tu ne sais pas ce que c'est, est-ce que ça a été un homme un jour, est-ce que c'est... on ne sait pas. J'ai envie de dire qu'en 2022 ça dégage. Après, j'ai l'impression franchement que ça se fait plus trop et que aujourd'hui, en imaginaire, on a des récits qui ont toujours des intrigues hyper intéressantes, mais qui se focalisent aussi énormément sur les personnages, contrairement à de la fantasy un petit peu plus ancienne où on se focalisait sur voilà, un univers, de la magie, un concept, une intrigue, et les personnages étaient peut-être un petit peu plus creux. Je trouve que de nos jours on a quand même de très bons bouquins avec des personnages qui sont bien fouillés et qu'on adore détester. Et par exemple, dans l'Assassin Royal, on a des méchants mais qui sont abominables, mais qui ne sont qu'humains, comme nous. On a tondeuse à gazon. Et moi j'adore ça, j'adore savoir pourquoi quelqu'un agit comme il ou elle agit et quel est ce raisonnement derrière, et pas juste
je suis méchant parce que c'est mon essence même. Et voilà, on a terminé ce petit classement. Vous voyez quand même que je suis pas très difficile, hein. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Mais encore une fois, ça dépend de comment c'est fait. N'hésitez pas, et même lâchez-vous, recommandez-moi des bouquins qui comportent ces tropes que j'ai mis genre dans les 2 premières catégories parce que j'adorerais en lire plus. N'hésitez pas à nous partager aussi votre avis sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, ça faisait genre des mois que j'en avais envie, depuis que j'ai vu la vidéo de The Book Léo et c'était genre... au tout début de l'année. En tout cas, je vous souhaite de faire de belles lectures. Je vais vous laisser avant que la tondeuse géante arrive vraiment juste au pied de chez moi et qu'on n'entende plus parler. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!